bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce magnifique Théâtre Rouge que désormais vous connaissez bien. Je suis ravi de me retrouver cette année encore avec vous et d'aborder ce sujet qui parfois fascine, qui parfois inquiète. L'IA, l'intelligence artificielle, tous les domaines d'activité, vous le savez, sont concernés, de l'industrie au transport, en passant par la santé. C'est un gros potentiel pour automatiser les tâches, pour accélérer la transition, mais qu'avez-vous, vous, à gagner avec l'IA? Qu'est-ce qu'elle va changer dans votre relation client-fournisseur? Et puis, quelles sont aussi les précautions à prendre? Tout au long de la conférence, vous allez avoir un numéro pour nous remonter vos questions. C'est le 06 44 60 53 63 qui s'affiche ici. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de le tester. Envoyez-moi un SMS et dites-moi en un mot ce que représente l'IA pour vous. Donc vous allez sur votre messagerie, vous tapez ce numéro si vous voulez bien vous livrer à cette expérience en direct. Vous êtes prêts? On va mettre un compteur. Et vous préparez un mot et vous pouvez commencer à envoyer votre mot. Je le fais en même temps que vous. Ah ben voilà, ça arrive déjà. Innovation. Quels sont les autres mots que vous voulez nous partager? Avenir. Opportunité. Futur. Bon, j'allais dire, il y avait beaucoup de positifs. Troublant. Productivité, interrogation, générative, obligatoire. Ben super, merci de tous nous apporter votre vision pour continuer de connaître votre état d'esprit. On voudrait se livrer à un petit sondage express. Vous allez juste répondre par oui ou par non, par 1 ou par 2, qui a déjà fait appel à l'IA au sein de son entreprise. Donc c'est le même fonctionnement. 1 pour dire oui, 2 pour dire non. Qui a déjà fait appel à l'IA au sein de son entreprise? Sondage express. Est-ce que tout le monde est prêt? On peut regarder, on peut clôturer le sondage. Ah, ça bouge encore. Allez, 60% oui, 40% non. On continue. 2 questions encore. Qui utilise le ChatGPT à titre professionnel? Alors, on vous redonne 15 secondes. Oui, non. Ouais. 1 pour oui, pardon. 2 pour non. Marquez surtout pas oui ou non, parce que ça ne marchera pas. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui est derrière, on est désolé. Alors, 65% de oui. Ah, ok. À titre professionnel, beaucoup plus. Bon. Et dernière question, qui maintenant utilise ChatGPT à titre personnel. 1 pour oui, 2 pour non. C'est le même processus, promis, c'est la dernière question. Ah oui, j'ai bien lu la réponse tout à l'heure d'ailleurs. Je suis en train de m'interroger, oui? D'accord. Donc là, c'est le non qui l'emporte. Vous l'utilisez plus à titre professionnel que personnel. Bon, on voit qu'on a quand même un public de connaisseurs. On va essayer d'aller plus loin ce soir. Voici le programme. Tout d'abord, on va recevoir Vincent Champin, qui est en charge du digital et des systèmes d'information pour Framatome, qui va nous préciser ce qu'est l'IA, ce qu'elle n'est pas. Il va nous présenter aussi les enjeux posés par l'IA en termes de data, de modèles économiques, d'éthique et bien évidemment d'usage. Vous assisterez ensuite à une table ronde sur les cas d'usage et les retombées avec les intervenants que vous voyez ici, François Guénaud, Pierre Guérin, Emmanuel Hervé. Et puis, à la fin de cette conférence, on répondra bien évidemment à vos questions que vous pouvez nous transmettre par le SMS que vous avez désormais. Ou si vous le préférez, vous pourrez aussi poser vos questions de vive voix. Une hôtesse passera auprès de vous avec un micro. Pour commencer, les mots toujours précieux du président. Il reste président peut-être à titre honoraire. Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pascal de Peretti. Bon, bonsoir à tous et merci d'être parmi nous ce soir. Christophe vient de le dire, c'est ma dernière intervention devant vous. Le CERS a des statuts très précis qui dit qu'un président est élu chaque année et qu'il ne peut pas faire plus de 4 mandats. C'était mon 4e mandat, puisque l'Assemblée a eu lieu aujourd'hui, et a nommé en qualité de président du CERS Jean de Vauclair,
Jean m'a gentiment dit, puisque tu as travaillé sur le sujet, fais l'intro et je ferai la conclusion. Donc c'est ma dernière apparition en public, comme ça, en tant que, alors plus président, mais membre du CERS. Bon alors, Donc, vous allez nous dire ce que vous attendez de cette conférence. oui, alors, l'IA, on en parle partout, on en parle tout le temps. Il ne se passe pas de jours sans qu'on ait, ou de semaines sans qu'on ait un certain nombre de commentaires, d'interviews et sur l'IA. Et en même temps d'ailleurs, quand on est les entreprises de la transition énergétique et numérique, on est évidemment au cœur de cette évolution de l'IA. Et en préparant cette conférence, pour ma part, et en discutant avec les équipes du CERS, on s'est posé 3 questions. Première question, c'est de quoi on parle quand on parle d'IA? Et donc je pense que ça c'est intéressant d'écouter Vincent Champlain sur ce sujet-là. Est-ce qu'on parle d'IA générative? Est-ce qu'on parle de deep learning? Est-ce qu'on parle encore d'autre chose? Les expériences qui ont eu lieu permettront d'illustrer aussi ce point-là. Et en fonction de ce dont on parle, on se projette dans un futur qui est différent éventuellement. Donc notre première attente, c'est celle-là. La deuxième, c'est de dire, quand on écoute les sachants, ils décrivent un futur extraordinaire, fait d'évolution en rupture avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis quand on regarde, alors on disait dans mon métier la vraie vie, quand on regarde la vraie vie dans les agences, sur le terrain, et ce qui a été développé en matière d'IA, alors il y a des choses d'ailleurs, hein, il y a des choses, mais dans des domaines pointus, et parfois portées plus par des startups ou des parties centrales des entreprises que par les agences sur le terrain elles-mêmes. Donc je reviens, il y a un futur dessiné, il y a une réalité sur le terrain, et il y a un énorme gap entre les deux. Et donc la deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi aujourd'hui y a-t-il des freins à ce déploiement-là? Avec en sous-question quel est le chemin pour aller vers le futur qu'on nous dessine et quel est le délai pour y aller. Et puis la troisième question, c'est une fois que, et je crois que tout le monde est convaincu sur l'intérêt d'aller dans cette direction, d'utiliser l'IA pour améliorer, alors que ce soit dans les organisations, que ce soit dans les relations avec le client, que ce soit dans les offres, au fond, quel écosystème existe pour assister, pour aider finalement les entreprises à prendre cette voie-là? Parce qu'elles y réfléchissent, et je crois que dans la table ronde, d'ailleurs, on aura le témoignage d'Emmanuel Hervé en tant que patron de son entreprise et quelles sont ses réflexions sur ce sujet. Mais au fond, une fois qu'on a décidé d'y aller, je me répète, qui peut aider, qui peut assister les entreprises pour accélérer, pour aller le plus vite possible dans cette direction-là? Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ces 3 choses-là, il y a un aspect pour nous qui était important dans la préparation de cette conférence. Vous avez vu que tout le monde parle de l'IA, donc il y a des conférences partout sur l'IA. Nous, on veut être résolument terrain. On veut que les réponses qui soient apportées ce soir ne soient pas des trucs philosophiques sur dans 10 ans ce sera comme ça, mais plutôt sur demain. Quelles sont les actions finalement qui vont vraiment émerger? Quelles sont les actions qui seront mises en œuvre par les entreprises pour développer l'IA dans leur fonctionnement quotidien? Voilà. Bon, c'est bien. Vous avez bien mis la pression à tous les intervenants. C'était le but. Et donc je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup et vous nous avez donné qu'1 heure. Bon, on va tenir les temps. Merci beaucoup. Merci, monsieur de Peretti, on peut vous applaudir. Donc, première partie de cette conférence, qu'est-ce que l'IA peut vous apporter à vous, adhérents du CERS? Quelle est la place de l'IA dans la chaîne de valeur? Pour cette première partie, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui code depuis sa plus tendre enfance, qui a vendu son premier software à 14 ans. Il est aujourd'hui vice-président de Framatome. Merci d'accueillir Vincent Champin. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette keynote. On va vous laisser les clés, c'est vous qui allez nous présenter tout ça. On voulait vous entendre pour savoir de quoi parlait-on précisément quand on évoquait l'IA. On voulait que vous tordiez le cou aux idées reçues, enfin le président vous l'a bien dit. Vous avez votre feuille de route, donc je vous laisse et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. La scène est à vous. Merci. Je vais prendre le clicker. Oui, bien sûr. Je voulais rebondir sur la remarque du président sur le lien avec le métier physique. Il y avait une entreprise de bâtiment qui avait fait une pub que je trouvais extraordinaire. Ils avaient mis sur un échafaudage un grand bandeau. Dessus, ils avaient écrit « ChatGPT, finis-moi ce bâtiment ». Et en dessous, il avait dit « Il y a des choses que l'intelligence artificielle ne fera jamais ». Donc je trouvais que c'était intéressant de rappeler que quand même, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire avec la technologie. Alors moi, je vais vous parler de technologie. Alors, bon, Framatome, peut-être pour présenter, en fait, c'est assez simple. Vous prenez une centrale nucléaire, vous la coupez après la turbine, vous enlevez le béton et on fait tout ce qu'il y a dedans. Donc les cuves,
les générateurs de vapeur, les systèmes de contrôle, donc à la fois de l'électronique, il y a de la métallurgie, il y a du service. Et on fait aussi tous les services pour remplacer le fuel. On fait les assemblages de fuel, donc du combustible nucléaire, et on fait un certain nombre de services. Donc c'est ce que fait Framatome aujourd'hui. On maintient une centaine de centrales nucléaires dans le monde, et on fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc historiquement, il y avait Areva qui était coupé en deux, Orano qui fait les mines, et puis Framatome qui fait toute l'ingénierie. Alors, on est aussi un domaine dans lequel on va avoir deux types de problèmes. Le premier problème, c'est d'éviter les erreurs au moment des travaux. Pourquoi? Parce que si vous faites détecter, et ça vous le savez dans vos métiers, les problèmes au niveau du design, le coût, c'est ce qu'on a au début de la courbe, est tout petit. Si vous découvrez les problèmes quand vous avez 10 000 personnes sur le chantier, que vous avez déjà installé les choses, fait les trous, ça vous coûte extrêmement cher. Donc une partie de notre enjeu, ça va être de correctement planifier, d'avoir une ingénierie qui nous permette d'anticiper et d'éviter les problèmes. L'autre problème qu'on va voir, c'est qu'on manie vraiment beaucoup de documentation. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'une des plus grosses pièces qu'on fournit, les générateurs de vapeur, c'est une pièce qui fait 35 mètres de haut, un immeuble de 10 étages, qui pèse 500 tonnes et sur lesquels il va y avoir des cotes, des tolérances qui sont au dixième de millimètre. Quand on livre ce genre d'équipement, on doit livrer en même temps une documentation technique qui fait l'équivalent de 15 fois le plus gros roman de la langue française, La recherche du temps perdu de Proust. Alors, je ne sais pas comment c'était pour vous, moi j'ai eu des relations extrêmement limitées avec cette œuvre, mais je peux vous dire que la documentation technique qu'on fournit, c'est encore plus difficile à lire, et donc c'est vraiment des choses sur lesquelles, évidemment, utiliser le digital pour le produire, pour le vérifier et pour l'analyser, ça a une énorme valeur. Donc éviter les problèmes, très en amont, gérer le documentaire. On est aussi, et pour cette raison-là, une des entreprises qui ont fait le digital et le calcul intensif un peu avant tout le monde. La première machine que vous voyez, c'est un ordinateur analogique. Donc c'est des ordinateurs avant que le microprocesseur soit inventé, qui utilisaient des composants passifs pour résoudre des équations. Le deuxième, c'est un ordinateur Cray, le premier client en France de Cray Computer, donc c'est un peu le Nvidia de l'époque, pour les plus jeunes. Le premier client en France de Cray Computer, c'était Framatome. Et le dernier, c'est Chronos. Donc Chronos, c'est notre supercalculateur actuel. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous le faites tourner une année à pleine puissance. Vous pouvez écrire 4 fois de ChatGPT. Donc c'est vraiment de la très grosse machine, et c'est des choses qu'on utilise au quotidien. Alors, bon, évidemment, on fait un certain nombre de choses avec ça. On fait donc des offres pour nos clients, il y a quelques exemples. Donc c'est à la fois des systèmes, par exemple, qui permettent de faire de la réalité virtuelle et de simuler des environnements d'installation et de services nucléaires, aussi des systèmes qui permettent de gérer les équipements industriels, et aussi on s'est lancé dans la cybersécurité. Alors la cybersécurité critique, pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus obligé de le faire pour les salles de contrôle des centrales nucléaires, et du coup on vend ça aussi à des clients qui sont dans les industries critiques. Une industrie critique, et c'est le cas de la nôtre, c'est une industrie sur laquelle vous perdez beaucoup d'argent si vous avez une dysfonction ou une erreur au mauvais moment. Alors, on a aussi été dans le calcul numérique que j'ai montré tout à l'heure. Pourquoi on l'utilise? On l'utilise notamment pour la simulation, pour vérifier par exemple que la cuve résiste à tous les scénarios possibles de pression, de température et tous les accidents possibles. Et en fait, le digital twin, la simulation numérique, elle a été inventée dans le nucléaire avant qu'elle soit utilisée dans l'aéronautique et l'automobile. Bon, c'est vrai que les 15 dernières années, on a pris un peu de retard parce que les investissements dans le nucléaire sont beaucoup réduits, mais on est des utilisateurs qui se mettent à accélérer à nouveau. Et là, notamment, ce que je vous montre ici, c'est un projet qu'on a fait pour faire un simulateur de l'ensemble du système numérique, donc de passer des composants à l'ensemble du système, et évidemment de mieux gérer la performance de ces machines. Alors, je vais arriver sur l'IA, ne vous inquiétez pas. Bon, ensuite, dernier point, la gestion des données, on utilise 3 types de technologies. Donc, premier type de technologie, c'est la science exacte. La science exacte, c'est quoi? C'est de la physique, de la neutronique, c'est connaître le comportement de la matière avec des règles qui sont des règles exactes. Donc ça, c'est un domaine dans lequel, en gros, c'est des physiciens qui vont faire tourner des codes de calcul. Le deuxième modèle, c'est l'application, la génération de règles. Donc ça peut être des règles fixées par la régulation, ça peut être des règles liées à l'expérience. Et le troisième domaine, celui de l'IA, c'est un domaine dans lequel on va utiliser des données pour générer en fait des modèles
qu'on ne sait pas faire de façon exacte. En gros, quand vous avez un modèle exact, personne ne battra l'expert en physique. Jamais aucune IA va vous réinventer les règles de la thermodynamique. Dans tous les domaines, vous avez des choses un peu compliquées, mais que vous n'avez pas à modéliser correctement, l'IA, en général, va donner des bons résultats. Donc les cas principaux qu'on utilise. Alors déjà, il y a des cas, tous les cas. Alors là, je parle essentiellement de l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative, c'est celle qui manipule des textes. Pourquoi je parle plus de celle-là? Parce que tout ce qui est reconnaissance d'images, tout ce qui est des modèles plus classiques, ceux-là, ils sont devenus complètement standards. Si vous avez besoin de faire lire un document, il y a des solutions qui existent, donc ce n'est pas le sujet. L'intelligence artificielle générative, ça commence, ChatGPT, c'est novembre 2022, et puis c'est vraiment ça le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Donc ça va servir d'abord pour faire de la recherche. Ma recherche du temps perdu, 1x15, pour aller trouver des éléments d'information dans ce corpus documentaire, c'est un boulot énorme. Avec l'IA, on peut vraiment l'accélérer. C'est pour générer des cas d'entraînement pour des modèles classiques. Donc c'est en fait de l'IA qui aide à créer des cas pour entraîner d'autres modèles d'IA. Donc ça, les modèles qu'on veut entraîner, c'est des petits modèles d'IA. Comme ils sont petits, c'est à notre portée. Les très gros, c'est pas à notre portée. Ils sont trop chers. Analyser des appels d'offres. Rédiger des appels d'offres. Donc ça, dans vos domaines, évidemment, l'analyse d'appels d'offres, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. Générer des maillages de systèmes. Quand on fait les calculs que j'ai évoqués sur la cuve, en fait, on fait un maillage 3D de la cuve, on met comme un espèce de grillage, et en fait, on va faire les calculs uniquement sur les points de ce grillage. En général, quand vous avez un grand tuyau avec un coude, il va se passer des choses dans le coude, et dans le grand tuyau, pas tant que ça. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir un maillage qui est avec des très grosses mailles dans les endroits où il ne se passe pas grand-chose, et des mailles très fines dans les endroits où il se passe quelque chose. Ce travail, qui est un peu une espèce de dentelle numérique, historiquement, c'était fait à la main. Maintenant, c'est fait aussi avec l'IA parce que ça aide à réaliser ce genre de choses. Des comptes rendus de réunion. Bon, là encore, dans vos domaines, il y a des comptes rendus clients. Ça va faire des trucs qui ne sont pas parfaits, mais ça fait 70% du boulot, très simplement. Bon, c'est quelques exemples dans les cas qui sont à très forte rentabilité. Donc là, j'ai parlé des cas métiers, cœur de métier. Dans les cas qui ne sont pas cœur de métier, tout ce qui est finance, ressources humaines, supply chain, développement informatique, vous avez des gains énormes. Des gains énormes, c'est que Alors, un développement informatique, ça ne va pas vous faire un programme entier. En revanche, vous avez besoin de faire un bout de code d'une dizaine de pages, d'une dizaine de lignes. Vous décrivez ce que vous voulez, vous avez le truc, vous compilez, ça marche du premier coup. Donc, c'est vraiment des très très gros gains de productivité. Par contre, il faut absolument un développeur qui relise le code, parce que, en termes de sécurité, ça ne sera pas forcément parfait. Deux, l'assemblage de ces différents éléments, ça, la machine ne saura pas le faire de façon efficace. Les ressources humaines, je vais vous montrer un exemple. C'est aussi un domaine dans lequel il y a une grosse partie de documentaire, de création et de modification de documents. Sur ces tâches-là, vous pouvez faire, sur la partie purement documentaire, vous pouvez faire 20 à 30% de productivité. Et du coup, ça permet aussi à votre DRH de se focaliser sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, qui est de connaître les gars, de les accompagner dans leur parcours, de régler des problèmes sensibles que l'IA ne pourra pas régler. Alors, quelques cas. Alors, ce premier, ça c'est un truc tout bête, c'est une macro dans Excel. Et en fait, dans Excel, vous pouvez directement interroger ChatGPT. Donc là, l'exemple, c'était cette macro, elle fait 50 lignes, c'est très très simple à faire. Et là, on a un sondage interne. Le sondage interne, on demandait à tous les salariés, en gros, est-ce que vous êtes content dans l'entreprise? Toujours 10-20% qui ne sont pas contents, on leur demande pourquoi. Et donc là, on a un fichier dans lequel il y a 10 000 lignes avec des trucs qui sont difficiles à analyser. Et on lui a dit, regarde ce qu'il y a. Donc vous voyez, le prompt, c'est propose-moi une solution au problème posé. Donc la première ligne, c'est une personne qui trouvait que les nouveaux venus ne peuvent pas échanger, n'ont pas suffisamment d'aide pour les aider. Et la réponse, dans un français parfait, sans faute d'orthographe, c'est mettez en place un programme de mentorat interne où les nouveaux employés sont jumelés avec des collègues plus expérimentés pour les guider et les soutenir. Alors ça, si vous allez vous-même à la main dans ChatGPT, vous pouvez l'avoir. Ce qui est intéressant là, c'est que vous donnez la fonction Excel à votre assistante, elle tire sur 7000 personnes et vous avez le truc qui est traité et c'est fait en 1 minute. Donc, ChatGPT, quand vous y allez directement, c'est une première automatisation. Là, vous pouvez faire l'automatisation au carré, c'est-à-dire qu'en 1 minute, sortir un travail qui aurait pris quelques heures, voire quelques jours. Un autre exemple, ça, rédaction d'offres d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait tout début 2023.
On donne quelques mots-clés. Vous savez qu'on doit recruter dans la filière nucléaire 100 000 personnes en 10 ans, donc il va y avoir beaucoup de monde. Bon, ça fait du bien. On n'était plus habitué à recruter. On a eu une période un peu plus difficile. Et là, vous donnez quelques mots-clés, vous précisez la langue, français, finlandais, allemand, et ça vous sort une feuille de poste. La feuille de poste, elle n'est pas parfaite, mais elle est faite à 80%, et il y a des éléments sur lesquels elle est meilleure que ce que fera la DRH. Typiquement, quand vous avez un sujet comme ça va être soit la DRH, soit un responsable technique qui va le faire. Moi, le commentaire que je fais systématiquement, c'est pas assez motivant, ça donne pas envie. Et ben, ChatGPT, qui est entraîné plutôt avec des textes anglo-saxons, il vous fait un truc à l'anglo-saxonne qui est motivant, qui vous donne envie. Après, il faut le reprendre et le compléter, mais là aussi, vous avez 30-40% de productivité sur des fonctions qui sont clés pour nous, le recrutement. Alors, bon, donc j'ai parlé tout à l'heure d'utiliser des modèles, fine-tuning, de les ajuster et puis de les entraîner. En gros, en termes de GPU, qui sont les processeurs qui traitent les sujets d'IA, pour faire tourner un modèle entre 1 et 4, vous pouvez. Il y a certains modèles, en fait, sur un gros PC qui va coûter 3 000 €, il peut tourner en étant coupé du réseau. Donc voilà, donc c'est le GPU, il va vous coûter pour les plus petits quelques milliers d'euros, pour les plus gros 40 000 €. Si vous voulez faire le fine-tuning d'un modèle, là, il va falloir un peu plus de temps, et donc là, c'est plutôt 10 à 30 GPU. Le GPU, j'ai dit, c'est 40 000. Si vous voulez l'entraîner à partir de 0, c'est 20 000 GPU. Donc là, vous faites les multiplications. En gros, si vous avez 1,5 milliard à mettre sur la table, vous pouvez jouer dans cette catégorie. Si vous êtes comme moi, vous allez prendre des modèles qui existent, et votre enjeu, ça va être de les utiliser, de faire la meilleure intégration, de l'utiliser dans des cas simples. Bon, j'ai montré 2 exemples, mais il y en a d'autres. De faire du fine-tuning à la marge, et de même pas essayer d'aller vous battre vous n'allez pas à vous battre contre Mike Tyson, vous allez rester dans la catégorie qui est la vôtre. Et en France, vous avez 3 acteurs qui jouent dans cette catégorie. En Allemagne, à peu près autant. Aux États-Unis, un peu plus. Il y en a en Chine. Et puis tous les autres, ils vont utiliser ces modèles. Alors, ce qui est aussi étonnant et même fascinant, c'est que la technologie, elle est devenue mature très très vite. C'est-à-dire que ces modèles, je vous ai montré mon Excel, vous filez ça à votre assistante, vous lui montrez comment ça marche, elle va être autonome, elle va l'utiliser. Donc je crois que dans l'histoire récente, on a quand même peu d'exemples où une technologie est devenue mature aussi vite. C'est-à-dire, elle est passée d'un truc où, en novembre 2020, début 2022, vous aviez des chercheurs qui commençaient à dire on fait des trucs. Novembre 2022, ChatGPT sort, tout le monde se dit waouh. 2023, les premiers au début, puis les autres finissent à suivre. Et là, 2024, ça devient vraiment complètement standard. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, on a vu que l'IA a beaucoup progressé. ChatGPT, il sort en novembre 2022. Mistral, les Français, début 2024, ils étaient pas mal. En avril 2024 sort le modèle Llama 3 de Facebook, qui est aussi open source, qui est meilleur. Et une semaine après, il y a le modèle Phi 3 de Microsoft, qui est encore meilleur. Et donc ça bouge beaucoup. Et donc la question, c'est où est-ce que ça va s'arrêter? Alors pour donner un peu un ordre de grandeur, donc là vous avez un graphique qui vous présente l'équivalent en termes d'intelligence. Alors, ce n'est pas toutes les formes d'intelligence, c'est l'intelligence la plus basique, celle que fait la machine, que vous pouvez avoir pour 1 000 $. Donc, dans les années 60, pour 1 000 $, vous aviez l'intelligence d'une bactérie. Honnêtement, ça ne fait pas grand-chose. Dans les années 60, on ne pouvait même pas reconnaître des chiffres sur une enveloppe. Ça, c'était les années 90. Bon, après, on a progressé. On avait l'intelligence d'un ver de terre, ensuite d'un lézard. Aujourd'hui, c'est l'intelligence d'un singe intelligent. Et la question, effectivement, c'est quand est-ce qu'on atteindra l'intelligence humaine? On se dit, voilà, si la courbe progresse, on y arrivera un jour. Alors ça pose 2 questions. La première question, c'est l'impact sur le climat et sur l'énergie. Alors on entend dire beaucoup de choses, je voulais juste vous remettre quelques ordres de grandeur en tête. Si vous regardez, en fait, il y a un rapport qui est cité souvent, notamment par Jean Covici, qui est le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui regarde la consommation de l'intelligence de l'AI génératrice en 2026. Ils estiment que ça fera à peu près 90 TWh. 90 TWh, c'est à peu près 20% de la production électrique française. D'accord? En 2026. Alors, le début de leur courbe est en 2022. En 2022, c'était presque 0. Donc 90 TWh. Donc on se dit ça, on se dit ouais, c'est important. On est au niveau mondial. Un prompt de ChatGPT, ça consomme à peu près 3 Wh. Donc c'est l'équivalent d'un demi-expresso. D'accord? C'est un choix au petit-déj, quoi. Alors moi, je ne bois pas de café, mais c'est un choix au petit-déj.
Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel chiffre de petites choses utilisées massivement dans le monde, vous multipliez par 8 milliards d'habitants, vous avez des chiffres importants. Donc, première remarque, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il suppose qu'en 2026, chaque device, donc ce n'est pas uniquement les ordinateurs, hein, c'est les ordinateurs, les mobiles, il y a des trucs connectés, des tablettes, chaque device utilisera 12 fois par jour un prompt d'intelligence artificielle. Au jour d'aujourd'hui, chaque device fait une recherche Internet. Donc c'est une hypothèse très élevée. Ce n'est pas sûr qu'elle soit atteinte. Le deuxième point, je vous l'ai dit, c'est la loi des larges nombres. Vous prenez la consommation de café dans le monde, tous les cafés dans le monde, ça fait 8 TWh. Donc c'est aussi des nombres importants. Donc la question, c'est évidemment pas de savoir si, de façon agrégée, ça va consommer beaucoup. Évidemment que quelque chose qui est fait... C'est 2% de la capacité électrique de la France. Voilà, 2% de la capacité électrique de la France, ouais. Mais évidemment que tout nombre utilisé à grande échelle fera un nombre important. La question, c'est est-ce que c'est utile? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie? Est-ce qu'elle est carbonée ou pas? Et puis la question que vous pouvez vous poser, c'est OK, ça va me coûter 3 Wh de faire mon prompt ChatGPT. Qu'est-ce qu'il faut que je gagne pour que ce prompt soit équilibré en termes de climat? Si vous éteignez vos ordinateurs 1 minute plus tôt, vous avez économisé les 3 Wh. Si vous réduisez un parcours en voiture, juste une voiture individuelle, on ne parle pas d'un camion, de 20 mètres, vous avez économisé vos 3 Wh. Si vous arrêtez de penser pendant 15 minutes, et j'espère que ma présentation y aura contribué, vous économisez 3 Wh. Si vous révisez un trajet en vélo d'une minute, vous les économisez aussi. Donc on voit que quand même c'est des choses qui, en fonction de ce à quoi vous utilisez l'IA, vous pouvez tout à fait avoir un bilan qui est positif. Et l'autre point, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une technologie qui est encore jeune, qui va s'améliorer. Elle va s'améliorer de plusieurs façons. D'abord, les GPU, la nouvelle génération de NVIDIA, ils ont gagné un facteur 15 en termes de vitesse et un facteur 2 en termes d'énergie. C'est-à-dire que le même modèle utilisé de la même façon consomme 2 fois moins. Évidemment, dans l'estimation qui est en haut, ils ne l'ont pas pris en compte. Ils ont pris en compte l'usage actuel et ils ont extrapolé. Le ChatGPT 3.5, fin 2023, ça tourne uniquement sur un gros serveur. Le Mistral 8B, il est sorti en septembre 2023. Celui-là, il tourne sur un ordinateur portable qui coûte 3-4 000 euros. Phi 3, qui est sorti en avril 2024, il tourne sur un smartphone. Donc les choses vont s'améliorer et il n'y a pas de raison de penser le pire. Alors l'autre point aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va avoir quand même une poursuite de l'amélioration de la technologie? On a vu que la consommation, elle va quand même s'optimiser. Est-ce que ça va améliorer? Alors là, il y a un calcul assez simple pour montrer que probablement ça va avoir des limites. Vous reprenez l'iPhone 1, il est sorti en 2007, il avait 128 mégas, donc c'est 10 exposant 8 octets. L'iPhone 10 2017, c'est 64 gigas, donc c'est un facteur, c'est 10 exposant 10, vous multipliez par un facteur 6 fois 100. Si vous vouliez avoir une base de données avec le génome de tous les humains sur la Terre, il faudrait 10 exposant 21 octets. Et si vous voulez avoir dans une base de données l'état de chaque atome de l'univers connu, il vous faut 10 exposant 80 octets. Retenez ce chiffre, parce que si à un moment quelqu'un vous cite un nombre qui est supérieur à 10 exposant 80, vous pouvez le questionner. C'est un nombre qui est difficile à dépasser. Si vous prenez l'amélioration de l'iPhone entre 2007 et 2017 et que vous l'extrapolez, tout ça, l'univers connu, il tiendra dans votre iPhone en l'an 2275. Alors on ne sera plus là, mais vous voyez bien que c'est difficile d'avoir un bout de l'univers qui contient l'ensemble de l'univers. Donc ça dit quoi? Ça dit que très probablement ces technologies vont à un moment s'arrêter. D'ailleurs, on en voit des signes. La taille des circuits électroniques aujourd'hui, elle commence à s'approcher de la taille de l'atome. On ne va pas s'améliorer éternellement. Alors, pour les technophiles, c'est un peu décevant, parce qu'on n'aura pas le truc super intelligent qui nous dépasse. Bon, si on est un peu humaniste, on se dit que du coup, l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle vont s'équilibrer. Et l'enjeu, ça va être d'être très très rapide à l'utiliser là où on peut accélérer les choses, l'exemple que je vous ai donné, et aussi très très smart dans le fait de mettre ses équipes sur les sujets où il y a besoin de l'intelligence naturelle. Et ce que l'intelligence artificielle ne sait pas faire, construire un bâtiment, les robots ne savent pas faire.
être plombier, aller chez vous, regarder sous le lavabo, machin, c'est des choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. La créativité faible, elle sait faire. C'est-à-dire que vous demandez, l'image que vous aviez tout à l'heure, elle a été faite par ChatGPT. Donc combiner des choses qu'on sait déjà et trouver une nouvelle façon de présenter, ça, l'IA sait faire. Vous proposez la théorie de la relativité alors que ça n'a jamais été évoqué par personne, c'est tout à fait impossible à faire par la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc l'enjeu pour les managers, pour vous, ça va être de vraiment aller chercher la productivité là où elle est, et puis de commencer à bien voir là où il y a une valeur ajoutée à apporter, à utiliser une intelligence humaine qu'on ne saura jamais cloner totalement. Alors l'autre point qui montre que ça va s'arrêter, c'est que en fait, si vous regardez l'ensemble des données qui sont sur Internet, elles augmentent, mais elles augmentent moins vite que la capacité de calcul. Donc en gros, probablement en 2028, l'IA saura tout. Donc elle ne pourra plus apprendre. Et après, on arrivera dans une phase où on continue, on voit que la droite, elle est un peu croissante, mais on est plutôt sur le même niveau. Donc elle fait plus que de la mise à jour, quoi. Voilà. Bon, dernier point, et on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a une bulle? C'est-à-dire que toute technologie, vous avez un moment où personne n'en parle. Donc là, il y a quelques scientifiques qui en discutent. Après, on commence à l'évoquer un peu. À un moment, tout le monde en parle, y compris et surtout ceux qui ne comprennent rien. Et puis en général, on est déçu. Donc là, c'est la partie, là, la pente qui descend. Et puis après, ça remonte. Et puis quand on est tout au bout, on utilise la technologie là où elle est utile. Internet, c'était ça. En 2000, on se disait, ça va tout faire. On a été déçus. Après, on a remonté, on a réussi à faire des usages qu'on n'avait pas imaginés. Et puis ça finit sur un plateau. Vincent Champin, merci beaucoup de vous avoir éclairé. Merci. Et on va donc voir maintenant comment intégrer l'IA dans vos entreprises avec nos 3 intervenants. Merci d'accueillir Pierre Guérin pour Equance, François Guénaud pour SPI IES, il n'y a pas de deuxième S, et Emmanuel Hervé pour le groupe Hervé, directeur général d'Hervé Thermique. Et je reprends ma tablette, pardon. Hop. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas, on les relaiera comme on vient de le faire tout de suite. On va commencer avec vous, Pierre Guérin. Vous êtes responsable des offres de data science et d'IA chez Equance depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vos clients grâce à l'IA dans le domaine industriel? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Très belle présentation de M. Champin. Passer derrière lui, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas forcément facile. Alors écoutez, nous on travaille principalement dans le domaine industriel. Notre intelligence artificielle, c'est plutôt une intelligence artificielle que je vais qualifier de classique, mais par contre appliquée aux processus industriels et aux installations de façon assez générale industrielle. Alors je vais vous parler de 2 cas d'usage, de 2 disciplines distinctes. Une première discipline dite de machine learning, conventionnelle, traditionnelle, donc sur lequel on travaille à partir de données structurées qu'on retrouve dans des bases de données ou autres. C'est une usine de fabrication de semi-conducteurs qui est basée à côté de Grenoble, très grosse usine d'un leader mondial qui a décidé de faire appel à l'intelligence artificielle, en l'occurrence pour réduire de façon significative les coûts liés à son installation qui met en œuvre le nécessaire pour obtenir une température exacte dans les chambres blanches de production et de fabrication. Voilà, donc on a mis en place une solution algorithmique, donc composée de plusieurs modèles algorithmiques en cascade, qui tiennent compte évidemment de la demande, quelles sont les salles blanches qui vont être utilisées dans le futur, qui tiennent compte de la météo et qui tiennent compte de l'installation industrielle qui est quand même très conséquente, qui délivre tous les besoins en température nécessaires de l'usine. Et donc on a mis en place cette solution-là, et donc aujourd'hui les gains estimés par le client sont de l'ordre de 15 à 20% de réduction de la facture énergétique sur cette installation, ce qui est extrêmement conséquent. Vous nous avez apporté une photo d'ailleurs de cette centrale, non, je crois? Oui, absolument. Voilà. Okay. Donc c'est un exemple de salle blanche en fait, dans lequel on vient utiliser les équipements nécessaires à la fabrication, en l'occurrence des wafers. Et ça, Excel ne pouvait pas le faire. Quelle est la valeur ajoutée de l'IA? Alors, Excel, non, ne peut pas le faire parce que Excel n'est pas un outil de machine learning,
learning, c'est un outil d'analyse au mieux mathématique et statistique des données, mais en aucun cas une solution de machine learning qui est capable en fait de se projeter dans le futur pour pouvoir en plus optimiser les paramètres nécessaires sur l'installation. Donc on a affaire à une solution qui fonctionne en temps réel, en continu. On a aussi affaire à une solution d'aide à la décision, puisque ce sont des préconisations en fait, que la solution algorithmique propose aux utilisateurs. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. On considère que on ne va pas aller piloter directement les installations industrielles, on va aller faire des préconisations que les experts métiers vont appliquer ou pas selon leur expertise métier. Alors, vous avez un deuxième exemple sur une chaîne de production. Je l'ai un peu éventé tout à l'heure en parlant de computer vision. Expliquez-nous. Alors absolument. Donc on a affaire là, donc je suis pris par la confidentialité, mais on a affaire à un imprimeur. Ça reste entre nous, de toute façon. On a affaire à un grand imprimeur national français, voilà, qui imprime des objets de sécurité sur des passeports, sur des cartes d'identité, etc., etc. Et donc, il a décidé de mettre en place, dans le cadre de son programme Industrie 4.0, du computer vision pour aller vérifier la qualité de ce qui est imprimé. Donc là, on a quelques exemples. Ça pourrait être des timbres, hein. Donc qui sont imprimés sur des bobines, et en même temps que l'impression est faite, on vient, grâce à des caméras, vérifier que effectivement ce qui est imprimé est bien correct, n'a pas des défauts qualité, de pétouille, de bavure, de manque, de contraste ou tout simplement d'aspect. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auparavant, les personnes qui faisaient les contrôles qualité mettaient la bobine sur une manivelle avec un système de loupe et contrôlaient ça à l'œil. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on met, enfin, le système de détection est capable d'abord, de détecter à peu près, en tous les cas de contrôler, 400 objets à peu près à la seconde, hein, on tourne à 50 mètres minutes, donc vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle on vérifie en fait la qualité de ce qui est imprimé, et ensuite pour le contrôle final, on vient dérouler aux endroits où on a détecté des défauts, auprès des opérateurs directement, on vient dérouler la bobine aux endroits où ce qui est imprimé est en défaut ou a des problèmes pour qu'ils puissent décider s'ils les enlèvent ou s'ils ne les enlèvent pas. Donc la différence entre le contrôle visuel et le contrôle par computer vision en termes de temps, il est absolument colossal. Donc le principal gain, c'est un tangam, c'est-à-dire que le contrôle, c'était un goulet d'étranglement dans le tangam de fabrication et de production. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Les bobines arrivent même peut-être trop vite aux opérations suivantes, la vitesse à laquelle elles sont contrôlées. Alors on a une question par rapport à l'usine de semi-conducteurs que vous nous avez présentée tout à l'heure. Est-ce que cet exemple a été vendu à beaucoup d'autres clients? Alors, c'est une très bonne question. Non. Alors pour une raison simple, c'est que on travaille nous sur des solutions qui sont dites sur mesure, et donc les applications ou les installations de CVC ne peuvent pas ou sont rarement absolument identiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une solution algorithmique, elle est propre à l'installation sur laquelle elle est entraînée, c'est-à-dire que l'installation génère des données, et quand bien même vous auriez un jumeau parfait mécanique de cette installation qui générerait approximativement les mêmes données, il y aurait de fortes probabilités pour qu'au final, elles ne soient pas identiques dans tous les cas. Donc, on fait des solutions sur mesure, donc appliquées aux installations que l'on pilote, mais par contre, on ne peut pas, et on considère qu'en aucun cas, il est possible de répliquer, stricto sensus, une solution algorithmique sur un autre équipement, quand bien même c'est le même. Et on a une autre question. Comment vous sensibilisez vos clients à l'IA? Alors, on a... Le point, c'est qu'on a affaire effectivement à des clients qui ont différents degrés de maturité. Il y a des personnes, Framatome par exemple, il y a un niveau de maturité très important puisqu'ils appliquent l'intelligence artificielle, ils maîtrisent l'intelligence artificielle. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de les accompagner dans ce sens. Par contre, effectivement, on a d'autres entreprises, et en l'occurrence plutôt des ETI et des PME, qui ne sont pas des érudits de l'utilisation et de l'usage de l'intelligence artificielle. Et là, on les accompagne en les acculturant au départ, pour qu'ils aient une bonne compréhension des fondamentaux liés à l'intelligence artificielle, et aussi une bonne compréhension de l'ensemble de la chaîne de valeur qu'il est nécessaire de mobiliser pour mettre en œuvre de façon concrète une solution d'intelligence artificielle. Nous, chez Equans, en fait, notre vocation, c'est vraiment de mettre en œuvre des solutions opérationnelles sur le terrain, et non pas de faire uniquement la partie algorithmique dans une démarche de recherche et développement. Et donc, on propose des solutions clés en main qui vont de la pose du capteur à l'application finale métier, application informatique métier, qui inclut les modèles algorithmiques que l'on développe. Alors, on en vient à vous, François Guénaud, directeur innovation et recherche chez SPI
ICS. Comment est-ce que vous avez intégré l'IA chez SPI, pour vous en interne et puis pour vos clients? Bien sûr. Alors, évidemment, je pourrais vous parler de tout ce qu'on fait en matière d'IA prédictive. L'ensemble du groupe SPI, des filiales de SPI, fait l'IA prédictive depuis des années, notamment pour la prédiction d'incidents réseau, de pannes. Mais ce qui vous intéresse le plus, je pense, ce soir, et c'est ce qu'on fait en matière d'IA générative. Donc, vous l'avez rappelé, on est une entreprise de services numériques. Et donc, nos clients, mais aussi nos collaborateurs, très vite, sont venus nous voir en nous disant « Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative ?» Alors, notre conviction, c'est que les entreprises, comme nos collaborateurs, vont chercher deux choses. Ils vont d'abord rechercher ce qu'on a appelé l'IA générative pour tous. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA générative pour tous? En fait, c'est ChatGPT, c'est-à-dire une interface d'accès à une IA générative généraliste, mais sécurisée. Parce qu'on n'a pas la voir envie... d'ailleurs, hein, vous nous avez apporté, oui, je crois que c'est celle-là. Oui, voilà, alors c'est pour vous montrer que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ChatGPT. Ouais. Vous retrouvez la possibilité de poser des questions, de joindre un document, de choisir la tonalité, enfin la tonalité plutôt, le degré de liberté, oui on parle de liberté ce soir pour une IA, que vous laissez à l'IA générative, c'est ce que les spécialistes appellent la température, et donc ça, on l'a mis à disposition de nos 3300 salariés. J'ai fait 0 pub dessus au départ, parce que j'avais très peur, c'est lié directement à mon budget innovation, qui est un bon budget, mais tout de même, il faut faire attention, et là vous payez à la demande. Ouais, la requête coûte cher. À la requête. Et en fait, ça a été très intéressant. On s'est retrouvé très vite, au bout de 2 mois, avec 12% des collaborateurs qui l'utilisaient. On en a formé 200. Et on s'est mis à faire une bibliothèque de cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec une IA générative au quotidien? Je vais vous donner juste 2 cas d'usage. Un premier qui est très simple, peut-être pas très sexy, mais ô combien utile, c'est pour nos recruteurs. Nos recruteurs, quand ils font passer un entretien de recrutement, il faut qu'ils fassent après un compte-rendu. C'est un compte-rendu charté, qui respecte vraiment une forme bien précise. Eh bien, ils utilisent cette IA générative pour le faire. Et l'avantage, c'est que ça leur fait gagner 30 minutes par jour. Alors vous allez me dire, oui, bon, d'accord, 30 minutes. Oui, mais enfin bon, vous multipliez ça par 11 recruteurs, vous regardez tout au long de l'année, ça finit par devenir quand même significatif. Autre exemple également, ce sont nos commerciaux. Nos commerciaux, maintenant, certains d'entre eux, avant d'aller voir un prospect, ils vont télécharger dans l'IA générative le rapport annuel, ils vont utiliser l'IA générative comme sparring partner pour lui demander, avec des questions, des retours de questions, bon ben voilà, sachant que je vends ça, ça et ça, comment je dois aborder le client, qu'est-ce qui est susceptible de l'intéresser, quels sont les BU qui marchent le mieux. Et ça leur fait gagner aussi beaucoup de temps. Donc ça, aussi, c'est une alternative intéressante à Microsoft Copilot. Entendez-moi bien, j'aime beaucoup Microsoft. Copilot est une formidable intégration dans la suite Office de l'IA générative. Simplement ça, aujourd'hui, ça nous coûte en run 20 fois moins cher que Copilot par tête. Donc c'est quand même peut-être un peu plus intéressant. Donc ça, c'est l'IA générative pour tous. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé également l'IA générative pour tout, c'est-à-dire faire des assistants métiers spécialisés sur une tâche bien spécifique. Et alors là, on a des clients qui sont venus nous passer des commandes bien précises. Qu'est-ce qui intéresse nos clients aujourd'hui? C'est de brancher l'IA générative à une base de connaissances. Et on a en l'occurrence un acteur important de l'agroalimentaire de taille internationale et un grand hôpital de l'Ouest parisien qui nous ont dit voilà, j'ai une base de connaissances en infogérance et j'aimerais que vous branchiez une IA générative à cette base de connaissances afin que mes techniciens puissent directement interroger la base. Donc là, ce que je vous ai montré, alors c'est caviardé, parce que je ne pouvais pas vous montrer le nom de, comment dire, du client. Donc on l'interroge pour savoir qui est Pascal. J'ai caviardé son nom de famille. Et il est capable de vous dire que c'est le responsable du département Factory IT, qui sont ses collaborateurs, où il travaille, quel est son numéro de téléphone. Puis je lui dis, j'ai un virus, que dois-je faire? Et alors là, je vais vraiment avoir une réponse en contexte, très précise, où on m'explique quelle est la politique de sécurité du groupe agroalimentaire en question. Alors ça, c'est ô combien utile quand vous êtes comme ce groupe alimentaire avec des usines, des lignes de fabrication, et que vous devez surtout éviter les pannes. Et on s'est débrouillé chez SPI ICS pour pouvoir industrialiser la réalisation de tels assistants métiers.
Alors il n'y a pas que auprès de nos clients qu'on fait ça, c'est aussi utilisé un peu partout chez SPI. Je peux vous citer par exemple SPI Nucléaire qui a mis au point Ask SPI. L'idée c'est de pouvoir capitaliser justement sur les connaissances des collaborateurs qui sont réunis dans une base de données et qu'on peut interroger de la même façon. Vous avez également SPI City Network qui a voulu automatiser l'analyse des appels d'offres entrants, une partie de cette analyse-là. Pareil, grâce à un assistant dédié en IA générative. Vous avez, alors ça va parler à tout le monde, l'ensemble de nos responsables de la communication dans toutes les filiales qui maintenant utilisent un assistant dédié que nous avons conçu avec eux pour pouvoir optimiser le référencement des articles qui sont publiés sur le site internet de SPI France. Alors croyez-moi, c'est pas un petit prompt, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle un méga prompt qui prend en compte en plus toutes les petites spécificités du site internet, tous les éléments de langage également qu'on veut pousser, les valeurs du groupe. Donc ça va vraiment très très loin. Et puis enfin, pour l'ensemble de nos collaborateurs chez SPI ICS, on est en train de travailler sur la réalisation d'un assistant du quotidien pour les collaborateurs où ils vont pouvoir poser leurs questions RH, les questions liées à la flotte automobile, etc. etc. Ok, alors on va prendre des questions, parce que j'ai vu des questions tomber entre deux. Quel est le rôle, vous en avez parlé tout à l'heure, Pierre Guérin, quel rôle de l'IA dans l'efficacité énergétique? Je pense que c'était pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, vous nous l'avez un petit peu expliqué. Oui, alors moi... Ça prend en compte la météo, hein, c'est ça? Oui, alors on prend évidemment en compte la météo. Enfin, je dis évidemment, ça paraît naturel. Vous êtes connecté à Météo France. On est connecté à la météo. Ce qui est surtout, c'est que les modèles algorithmiques ont quand même cette capacité à se projeter dans le futur. Hein. C'est quand même ça le gros paradigme des modèles algorithmiques, hein, c'est de faire de l'apprentissage pour être capable de pouvoir se projeter dans le futur. Et donc de ce fait, les systèmes énergétiques sont en capacité finalement, on est en capacité d'agir sur la régulation des systèmes pour que on puisse leur dire voilà la température qu'il va faire dans quelques heures ou un pas de temps donné, voilà ce qui est attendu de la part des utilisateurs. Donc ça c'est le forecast de l'usage qui va être fait de l'installation. Et donc à partir de là, on a aussi, et en cascade comme je l'expliquais tout à l'heure, des modèles algorithmiques d'optimisation qui vont préconiser en fait des réglages sur l'équipement pour répondre à coup sûr à la demande qui est faite de la part de ceux qui utilisent le système, mais surtout de faire l'optimisation des réglages et des paramètres de l'installation en fonction des données météo futures, puisque tout système énergétique a sous une forme ou sous une autre une forme d'inertie. Et donc, savoir tenir compte de la température dans le futur ou de la météo dans le futur est évidemment un levier d'optimisation important. Alors, avant d'en venir à Emmanuel Hervé, deux questions pour vous, François Guénaud. Quelle infrastructure pour votre IA générative pour tous? Et l'autre question, dans quelle mesure vos collaborateurs se sont saisis de ces outils et comment vous les sensibilisez en interne? Alors c'est une très bonne question, celle des infrastructures, parce que ça rejoint l'intervention que vous avez faite, Vincent, juste avant. Alors nous, on a choisi pour l'ensemble de nos collaborateurs d'avoir une IA générative qui tourne dans le cloud. Voilà. Étant donné, bien évidemment, que pour un certain nombre de clients, dont les informations sont trop confidentielles, de toute façon, on ne reste pas forcément dans notre tenant Microsoft, et donc on n'utilise pas forcément le cloud de Microsoft, qui est le cloud Azure. Comme c'était dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui une très bonne façon de faire de l'IA générative à pas cher. À moins cher. À moins cher, voilà. On a aussi la possibilité de faire tourner ces grands modèles on-premise, c'est-à-dire sur des serveurs qui sont installés chez le client. Et on sait, aujourd'hui, on a un certain nombre de clients avec lesquels on discute qui sont intéressés par ça, et ça fait d'ailleurs partie de nos métiers. Nous, ça faisait longtemps qu'on vendait des serveurs dopés en GPU pour faire des calculs assez poussés. Et cette offre-là trouve une seconde, j'allais dire, jeunesse, justement, pour ce qui est de l'IA générative. On fait partie d'ailleurs des rares spécialistes labellisés NVIDIA, j'en profite pour le dire au passage. Alors, merci beaucoup. On en vient à vous, Emmanuel Hervé, président du directoire du groupe Hervé et directeur général d'Hervé Thermique, qui sont une belle ETI. Est-ce que vous êtes tenté par l'IA? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, forcément. 1000 fois oui. Non pas simplement tenté, mais comme cela vient d'être indiqué, nous le pratiquons à notre dimension. Mais ce qu'il faut comprendre au niveau de notre organisation, le système d'information est le premier poste d'investissement de l'entreprise depuis plus de 20 ans.
Nous avons développé un système d'information qui fait que chaque usager, à tout moment, remet en cause les applications. Donc, continuellement, ils ont l'habitude d'essayer de voir comment améliorer leurs tâches du quotidien. Et donc, ils n'ont pas une peur par rapport aux évolutions, mais plutôt une pratique d'être toujours à demander plus par rapport à des automatisations, du gain de temps et de la productivité que peut générer le numérique en général. Et donc, concrètement, vous avez mis quoi en place? On a mis en place des choses qui ont été évoquées précédemment, pas sur la partie industrielle, mais je vais vous donner 4 exemples. Le premier exemple, c'est d'intégrer... Alors, on fait beaucoup de RPA, ce qui n'est pas tout à fait de l'intelligence artificielle, mais RPA. La robotisation de processus, qui marche très très bien et qui fait gagner beaucoup de temps, de tâches répétitives et logiques. De l'intelligence artificielle, on en a intégré dans toute l'analyse des revues de contrat, les clauses, d'accord, c'est pour faire gagner du temps dans l'analyse. Et pouvoir se concentrer sur les cas particuliers. Dans tout ce qui va concerner, et c'est très adapté à la hotline liée aux applications pour les usagers, quand ils sont en train d'utiliser une application et qu'ils ont un problème, l'intelligence artificielle est utilisée. Ça peut être également pour le bâtiment intelligent, là c'est ce qu'a évoqué la personne précédente, par rapport aux usages, que ce soit au niveau de consommation énergétique, ambiance, électricité, chauffage, etc. Et Chabot aussi, hein, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Bien sûr. Vous l'utilisez, mais pas à 100%, quoi. En relation avec même des clients, potentiellement, mais vraiment, comme ça a été indiqué, de très très rapide pour pas que ça devienne sur les questions que ubuesque. Tout le monde pose, quoi. Voilà. Ouais. Ça ne soit pas le 22 à Agnières, c'est ça. Tout ça, ce sont des projets qui ont déjà été mis en place. Par contre, on n'a pas une vision de faire un grand Big Bang par rapport à l'intelligence artificielle. C'était plutôt de questionner les usagers ou les salariés de l'entreprise sur des cas concrets, des mini-projets. Et donc, on a une trentaine de projets dédiés à chaque typologie d'acteurs pour que ça devienne concret et pas simplement un grand mot théorique sans savoir vraiment comment ça peut fonctionner ou être utilisé. Ça, c'est par rapport aux applications. Mais au-delà de ça, je pourrais évoquer, moi, en termes d'entreprise, les orientations que ça engendre et les conséquences que ça engendre par rapport à l'organisation d'entreprise et même par rapport au recrutement. On est dans une société, pas la nôtre, la société où on va robotiser, informatiser absolument tout. Tout ce qui est logique, répétitif, pénible, va être fait à un moment donné, dans les années qui viennent, par les robots ou les machines ou les ordinateurs. C'est super. C'est génial. C'est fantastique. Et par ambivalence, plus on va dans cette direction, et la courbe est exponentielle par rapport à l'innovation qui réduit la durée de vie des savoir-faire, plus l'humain va être primordial. En tout cas, on en est convaincu, en tant qu'entreprise de prestation de services, c'est que plus on va dans cette direction, plus ce qui va être important et moins le savoir-faire, qui va devenir accessible quasiment à tout le monde pour un coût quasi gratuit, que la manière de mettre en œuvre ce savoir-faire. Et la manière de mettre en œuvre ce savoir-faire est liée aux qualités comportementales des individus, des êtres humains. Être sincère, être franc, être transparent, être à l'écoute, pouvoir faire une prestation sur mesure et adaptée à notre interlocuteur, être dans la curiosité par rapport à autrui. Tous ces éléments-là, qui sont des traits de caractère et liés à l'éducation, vont prendre beaucoup plus d'importance dans les années qui viennent. Et quand on a ça en tête, c'est ce qu'on a demandé, nous, depuis plus de 20 ans à nos managers, qui sont ceux qui recrutent au quotidien. On leur dit, et l'IA va dans cette direction, on leur dit, recrutez non pas sur les qualités de savoir-faire, mais recrutez sur les qualités comportementales. Si vous êtes quelqu'un de motivé, de curieux, de sincère et franc, il apprendra. Ce qui va avec, à ce moment-là, c'est d'avoir des budgets de formation. On a 3 fois le budget légal, puisqu'il va falloir être en formation continue. Le monde du numérique, vous êtes des spécialistes, vous, du numérique, ça fait 20 ans que tous les ans, il faut se former, apprendre, etc., parce que son savoir devient obsolète. Le vrai changement qui est en train d'arriver, c'est que ça vient dans tous les métiers, dans toutes les fonctions. On sera tous touchés par cette évolution qui s'accélère.
Et donc, il va falloir qu'on rentre en mode d'adaptation et de formation continue. À la fois via l'apprentissage, et ce que je dis à tous les jeunes qui rentrent chez nous, on a 10% aujourd'hui d'apprentis. Ok, vous venez me dire que vous venez de terminer votre apprentissage. Non, bienvenue dans 50 ans d'apprentissage. Nous allons, ce n'est que le début, mais pas que pour eux, pour nous tous, anciens ou jeunes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va donner confiance auprès des citoyens, non pas d'avoir peur de ces évolutions, mais de pouvoir avoir en eux-mêmes la capacité à s'adapter. Et pour s'adapter, il leur faudra simplement un élément crucial, qui est la curiosité et l'envie d'apprendre. Merci beaucoup. On va voir maintenant quels sont les projets que vous êtes en train de développer. Je vois qu'il y a une question que je n'ai pas reposée tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que vous aviez un peu répondu. Je vous la repose. Question pour SPI ICS. Quel modèle d'IA générative utilisez-vous? Llama, Mistral ou Gemini? Alors, on utilise à la fois aujourd'hui GPT-4 Turbo, GPT-O, GPT Vision et Mistral Medium, Mistral Large également. Voilà. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour l'ensemble de nos collaborateurs, on a fait simple, on les a mis sur du GPT-4 Turbo. Ce qui est déjà pas mal, hein. On a un autre grand groupe de luxe français très connu, qui n'est pas étranger à la maison où nous sommes aujourd'hui, qui a fait le même raisonnement. N'en dites pas trop quand même. J'en Là, dis pas trop. Vous donnez trop d'indices là. Eux ont mis en place l'équivalent de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire une IA générative pour tous leurs salariés, mais ils sont plutôt en GPT-3. On a également en fait une interface d'accès avancée à l'IA générative pour 100 collaborateurs, et là où vous pouvez choisir votre modèle. Et c'est ça qui est beau. Bon, ce dont on se rend compte aujourd'hui quand même, c'est que la série des GPT est franchement plutôt la plus efficace, surtout GPT-4 Turbo, GPT-O, mais les Français de Mistral se débrouillent très très bien. On a d'ailleurs un partenariat avancé avec eux aujourd'hui pour pouvoir mettre à disposition de nos clients leur modèle. Alors, puisque vous tenez le micro, quels sont les projets que vous êtes en train de développer là? Alors, IA générative pour tous, IA générative pour tout, on s'est débrouillé là justement pour pouvoir industrialiser la réalisation justement de tels assistants. Alors on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi de vous montrer peut-être un petit exemple, ce qu'on montre à nos clients quand on veut leur montrer les possibilités de ces assistants. Alors ça, c'est un assistant QHSSE que nous avons réalisé il y a 9 mois, alors c'est une éternité hein, à l'échelle de l'IA générative, et l'idée c'était justement de pouvoir montrer ce qu'on pouvait faire pour un directeur de la sécurité et de l'hygiène afin de l'aider. Donc je suis allé voir la direction de l'hygiène et de la sécurité de SPICS et je leur ai demandé qu'est-ce que vous auriez dans votre galerie des horreurs comme photos justement que vous utilisez en formation où il y a des tas de choses à pas faire ou à ne pas voir. Donc ils m'ont sorti pas mal de photos, dont celle-ci. Alors vous voyez que c'est une photo où on a un escabeau qui... un escabeau menaçant. Menaçant, justement, qui est sur une gaine d'aération, des extincteurs par terre, enfin bref, c'est l'horreur. Et donc, quand on se connecte à cet assistant, il dit « Bonjour, je suis votre assistant qualité, santé, sécurité, sûreté, environnement », n'en demandez pas tant. Je suis là pour vous aider à identifier les risques, à mettre en place des mesures de contrôle efficaces pour les atténuer, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Donc on a envoyé la photo, et là on a fait un prompt tout de même assez évolué, puisqu'on lui demande, en tant qu'IA spécialisé dans le traitement des risques, dans les environnements industriels, chantiers de construction, de génie électrique, climatique, de courants forts et de courants faibles, bon en gros on a mis tous les jobs de SPI, analyse l'image fournie en contexte et détecte si la situation présente un caractère dangereux pour les travailleurs, propose des recommandations. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la slide suivante, alors je vous passe sa longue réponse, on lui a demandé de la mettre sous la forme d'un tableau. Non seulement il identifie bien les risques, encombrement de l'espace de travail, utilisation incorrecte de l'échelle, stockage inapproprié des extincteurs, mais surtout il est capable de faire des recommandations. Alors bon, le fait qu'il faille ranger ça, vous allez me dire, il ne fallait pas être très intelligent pour le faire. Assurer l'accessibilité et la visibilité des extincteurs, évaluer les matériaux stockés pour leur inflammabilité, les stocker de manière sécuritaire, etc., etc. Alors ce que je vous ai montré là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une interface homme-machine, voilà, où il me répond dans un format texte qui est intelligible par moi-même. Mais sur la slide suivante, ce qu'on va vous montrer, c'est que vous avez la possibilité surtout d'avoir une sortie au format code. Là, c'est ce qu'on appelle du JSON. Et donc imaginez maintenant, vous êtes sur un chantier, que vous fassiez passer un drone. Le drone prend une photo toutes les 10 secondes du chantier, et il envoie ça automatiquement à une IA générative,
tout ça, et on appelle ça en IT des systèmes orchestrés, vous ne le voyez pas, il n'y a pas d'interface homme-machine. Hein. Et dès qu'il détecte un risque, eh bien, hop, il envoie un mail au patron de la sécurité pour lui dire attention, il y a un problème là, il y a des extincteurs qui traînent. 24 heures sur 24 en plus. 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le cadre des visites de prévention, dans le cadre dans les chantiers, etc., et qui intéresse l'ensemble de nos filiales. Donc ça, c'est un exemple généralement qui est assez parlant pour pouvoir vous montrer ce que c'est que l'IA pour tous, c'est-à-dire des assistants métiers spécialisés sur une tâche bien spécifique. Monsieur Guérin, sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Quels sont les projets que vous développez? Alors actuellement, on travaille sur pas mal de sujets liés au transport. Donc en l'occurrence sur des parcs importants de bus électriques. Hein, les métropoles de plus en plus s'équipent de bus électriques. Et donc on est en train de travailler sur un gros sujet pour une très grosse métropole française pour prédire si les bus auront suffisamment d'autonomie ou pas pour aller jusqu'à la fin de leur tournée. Donc on est vraiment dans la prédiction et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, de pouvoir dire à quel moment le bus risque d'avoir un taux de charge de batterie inférieur à 20%, puisqu'il y a toujours un seuil de sécurité. Donc on travaille sur ce sujet-là et en plus on fait de la détection d'anomalies, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le bus avance dans sa tournée, on vient vérifier le taux de charge de la batterie pour aller vérifier si la batterie n'a pas une défaillance, un taux de décharge beaucoup trop important. Donc l'objectif évidemment pour les exploitants du réseau de bus, c'est d'éviter la panne, d'éviter la dégradation du niveau de service et aussi d'éviter les éventuels encombrements liés à un bus qui serait en panne à cause de sa batterie. Donc ça c'est un premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage sur lequel on travaille actuellement, c'est là aussi pour une grosse collectivité territoriale. Hein, c'est plusieurs départements et on cherche à aller positionner des bornes de charge électrique pour les véhicules de particuliers en beaux endroits en fonction d'un certain nombre de critères, donc du lieu où on se situe, en fonction de la typologie des bornes, les bornes de charge rapide ou lente, en fonction de l'endroit où on se trouve, près d'une autoroute, à côté en campagne, etc. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait l'apprentissage en fait, de l'usage qui est fait de la totalité des bornes sur le territoire. On a un forecast en fait, de la consommation électrique future qui est envisagé, puisqu'on est sur une croissance relativement élevée de l'usage des véhicules électriques aujourd'hui. Et donc, on est en train de mettre en place un modèle algorithmique pour, en fonction du forecast qui est prévu, faire les préconisations nécessaires d'implantation des bornes aux bons endroits et pour la consommation qui est prévue. Merci beaucoup. On va voir ensemble les précautions que vous pourriez nous encourager à prendre pour intégrer correctement l'IA. Il y a quelque chose, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec M. Champin, c'est la donnée, la qualité de la donnée qui est vraiment importante. Oui, écoutez, ça c'est vraiment très important. En fait, on en revient toujours, c'est comme pour tous les projets de big data, à cette histoire de qualité de la donnée. Alors ce que tout le monde va vous dire, c'est que c'est super l'IA génératif parce que ça vous permet d'exploiter de la donnée non structurée. Et c'est vrai que vous pouvez lui envoyer un document Word, mais comment dire, si votre donnée est structurée, ça marche un peu mieux. Je ne sais pas si on a le temps pour un exemple qui parlera à tous. Rapide, mais on a Rapide. le temps. Bon, vous connaissez tous Charles Baudelaire, voilà. Il se trouve que si vous demandez à GPT d'où vient ce vers, voici venir le temps vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, au lieu de vous répondre harmonie du soir, il va vous répondre l'ennemi, ou il va vous répondre chant d'automne. En tout cas, moi, il m'a répondu à côté. Alors je me suis demandé pourquoi. Alors j'ai essayé de le piéger, je lui ai demandé de me sortir le poème en entier. Il m'a sorti un fabuleux mélange de ces deux poèmes qui marche très bien, la métrique est bonne, le sens est bon, c'est beau, mais malheureusement c'est faux. En fait, la raison, elle est bien simple, c'est que dans le corpus d'entraînement de GPT, à un moment donné, il est tombé sur un PDF ou un document Word où il y avait justement les fleurs du mal. Le problème, c'est qu'il le considère comme un tout. Et là où vous, être humain, vous êtes capable de faire la différence entre les deux grands livrets qui constituent les fleurs du mal, notamment Spleen et Idéal, etc., entre les différents titres des différents poèmes, lui voit ça comme un tout. Et donc ce problème-là,
que j'ai eu en voulant le tester sur de la poésie, on l'a au quotidien quand on lui balance des PDF, des documents Word. Je pense notamment à ce qu'on peut récupérer en infogérance. On a beaucoup de documentation qui est souvent un peu sale. Donc c'est pas si simple que ça. Et ça marche mieux quand la donnée est structurée. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que lorsque vous partez de fichiers HTML, de ce que vous avez sur Internet, là la donnée elle est structurée. Vous avez des balises qui indiquent ce que c'est qu'un titre, H1, qu'un sous-titre, H2, etc., etc. Donc il y a quand même moyen d'avoir de la donnée structurée en entrée, et si elle ne l'est pas, eh bien, il faut penser à le faire. Pierre Guérin, une précaution. La RGPD? Alors la RGPD évidemment, hein, quand on travaille de temps en temps dans le domaine de la santé, bon, et voilà, il faut être très attentif à la RGPD. Hein, à partir du moment où on commence à manipuler des données personnelles, c'est un point d'attention très particulier. La qualité des données, ça vient d'être dit, c'est absolument prépondérant. Il faut comprendre qu'un modèle algorithmique passe par une phase d'apprentissage. Donc il apprend. Nous, on a plusieurs canaux d'apprentissage, l'école, la lecture, les échanges qu'on a ce soir, etc. Donc on a plein de canaux d'apprentissage. Le seul canal d'apprentissage des modèles algorithmiques, c'est de leur soumettre des données pour apprendre des choses. Donc forcément, si ces données sont de mauvaise qualité, quand on va à l'école, si on a un mauvais professeur, on n'apprend pas des bonnes choses. Bon, bah c'est exactement pareil avec les modèles algorithmiques. Si les données que vous transmettez à un modèle algorithmique ne sont pas de qualité, soit n'ont pas les caractéristiques statistiques nécessaires pour que le modèle algorithmique puisse faire son apprentissage, soit les données que vous lui fournissez ne correspondent pas à ce sur quoi vous allez l'interroger dans le futur, forcément vous allez avoir des soucis. Je vais en terminer en disant que ce qu'il faut comprendre, c'est que les data scientists, les gens qui sont spécialisés dans la modélisation algorithmique, passent à peu près 70% de leur temps à travailler sur la qualité des données qui vont nourrir les modèles algorithmiques. Et donc on comprend bien là que la qualité des données est absolument fondamentale. Vous ne pouvez pas prendre des données brutes qui sont générées par un système d'information quelconque et aller le projeter dans un modèle algorithmique sans se poser quand même 2-3 bonnes questions sur qu'est-ce que sont ces données, qu'est-ce qu'elles représentent, comment elles ont été construites, quel est leur cycle de vie, qu'est-ce qu'elles représentent, est-ce qu'elles n'ont pas des erreurs, est-ce qu'il n'y a pas des manquants et est-ce qu'elles ne correspondent pas à un certain nombre de caractéristiques statistiques attendues par les modèles algorithmiques. Donc la qualité des données est absolument fondamentale. Vous vouliez rajouter quelque chose tous les deux? Non, RGPD, cybersécurité et qualité des données. Mais au-delà de ça, je rajouterai une précaution d'organisation, me semble-t-il. L'IA bouleverse le rapport à l'expertise dans tous les domaines, les avocats, les juristes, les experts du bâtiment, enfin, tous les experts. Et je pense qu'il va y avoir deux types d'organisations qui se dessinent, très nettement. Une organisation qui, avec cet accès à cette expertise qui s'automatise et qui devient accessible à tous, soit un choix d'organisation avec une plateforme et de l'ubérisation des tâches derrière. Quand je dis ubérisation des tâches, c'est-à-dire qu'on va siloter et décomposer l'ensemble du process humain pour faire une mini-tâche répétitive à un individu qui sera piloté par une plateforme et on tire vers du low-cost, potentiellement, et à terme sur la disparition de ces emplois, puisque à partir du moment où on s'est ubérisé, un jour ou l'autre, on saura automatiser ces tâches-là. Ou une autre voie, je pense en tout cas dans les entreprises de prestation de services que nous sommes, qui est d'aller vers le sur-mesure, de plus en plus de qualité de sur-mesure, qui rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité d'avoir in fine un individu qui gère une relation personnalisée sur mesure en connaissance de son interlocuteur. Dans cette dimension, à ce moment-là, l'importance va être donnée à la coopération, à la fois entre les collaborateurs de l'entreprise, mais également entre entreprises, de plus en plus, pour créer des écosystèmes permettant de répondre à des cas de plus en plus complexes. Et si on va dans cette direction, ce qui sera extrêmement important, c'est le sens donné aux salariés. Je ne parle pas au patron, je parle aux techniciens de maintenance, aux responsables de chantier, à l'assistant ou l'assistante de gestion, au manager, au bureau d'études, dans la reconnaissance qu'il a de son travail, justement avec une vision de A à Z de la gestion qu'il fait dans la relation client. Et ça va à l'opposé
justement d'une numérisation des tâches. Et il y aura les deux, je pense, dans la société. Chacun pourra faire le choix qu'il souhaite. Et pour terminer, malgré tout, sur un point extrêmement positif, me semble-t-il, j'en termine, c'est l'image de nos métiers. L'IA, comme ça va remplacer toutes les tâches logiques, répétitives et pénibles, avec la robotisation, ça va dégager du temps. Et ce temps qui est dégagé va permettre et la facilitation des métiers, entre guillemets, va permettre d'ouvrir ces métiers, non seulement à la jeunesse, bien évidemment, mais aussi à la féminisation de nos métiers, et changer complètement l'image du métier qui est encore avec cette image du bâtiment BTP, excusez-moi, mais archaïque, et qui n'attire pas les jeunes. Or, pour faire la transition énergétique, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a besoin de 20 000 techniciens de maintenance, juste sur la maintenance, et plus on va aller sur l'IA, plus il faudra de maintenance. C'est pas antinomique, au contraire. Et donc de participer donc, peut attirer aussi à changer cette image va être extrêmement positif. Et le CERS et l'ensemble des entreprises qui sont là va être en première ligne pour changer cette image. 2 questions, et puis on laisse la parole au nouveau président. Il y en a une tout d'abord sur la formation. Comment formez-vous vos collaborateurs? Comment mettez-vous en place les outils destinés à vos utilisateurs afin de les former à utiliser correctement l'IA? Réponse courte. Alors ça a été très difficile pour nous de trouver un organisme de formation. Résultat, j'ai fini par faire les formations moi-même avec un des collaborateurs. Donc les vous messages... êtes OK pour vous rendre dans les entreprises? Alors, à ma grande surprise, justement, je me suis rendu compte que certains de nos commerciaux nous avaient vendus, d'ailleurs, pour faire des formations, alors que c'était pas l'objectif de départ. Oui, on s'est retrouvé quand même de fait à former certains prospects, certains clients, parce que nouvelle technologie, il faut comprendre comment ça marche. Derrière le comment, il y a aussi les messages qu'on fait passer. Il y a le message sur la qualité de la donnée, il y a aussi le message sur les biais et les hallucinations. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, cette histoire de biais et d'hallucinations. C'est un système qui est probabiliste et non déterministe. Ça veut dire que 2 plus 2 est égal à 4 parce que la probabilité que 2 plus 2 soit égal à 4, compte tenu du corpus d'entraînement de l'IA, est la plus forte. Mais cette IA, si vous voulez, ne sait pas véritablement compter. Biais, extrêmement important les biais. Lorsque j'ai voulu recruter une collaboratrice, j'ai fait manger évidemment à mon IA génératif tous les CV que j'avais reçus. J'avais préalablement fait mon propre classement. Qu'a sorti l'IA générative? Que des CV d'hommes. Parce que pour elle, un responsable innovation chez SPI, c'était forcément un homme. Voilà. Il se trouve que j'ai recruté une femme. Donc ça, c'est biais, hallucination. Et le dernier point qui est important, donc, dans les messages qu'on fait passer en formation, c'est qu'il faut se méfier avant de mettre ça en fonte face à un client. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, d'Air Canada, qui a eu l'idée lumineuse de mettre en fonte de ses clients une IA générative sur son site internet. Il se trouve que les clients ont demandé quelles étaient les conditions de remboursement, d'annulation. L'IA a répondu n'importe quoi, hallucination. Et Air Canada a été forcé par la justice canadienne à appliquer ce qui avait été mis sur son site internet. Donc voilà, lors des formations, c'est ces grands messages, qualité de la donnée, biais, hallucination. Voilà. Pour répondre à votre question, la formation la plus efficace et pertinente qu'on a, mais pas que pour l'IA, de manière générale, c'est la formation par les pairs, PAIR, c'est-à-dire des collègues. C'est ce qu'il y a de plus efficace et rapide, et le moins coûteux. Merci, un grand merci à tous les trois, je crois qu'on peut vous applaudir. Et puis, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on va se retrouver juste après la grande verrière, donc vous aurez le temps, restez assis si vous voulez. On va écouter ensemble le nouveau président, qu'on peut également accueillir chaleureusement, Jean de Vauclair. Merci beaucoup. Je vous donne tout de suite un micro. Pour un mot de conclusion, mettez-vous au milieu, comme vous voulez. J'ai besoin de consulter 2-3 notes que j'ai prises en vous écoutant tous. Donc bonsoir à tous et très heureux d'être avec vous ce soir. Alors quand Jean-Pascal m'a annoncé que le thème de notre soirée c'était comment intégrer l'IA dans nos entreprises, j'ai trouvé que c'était un excellent thème. Et je me suis dit d'ailleurs, est-ce que moi, à mon niveau, j'ai une réponse structurée, pertinente à cette question ? Et je me suis rendu compte que la réponse était à l'évidence non. Et d'ailleurs que comme Jean-Pascal, je me posais probablement plus de questions que je n'avais de réponses.
Alors quand on a une question et qu'on sait pas et qu'on cherche une réponse, alors ce soir c'est facile, on a 4 extraordinaires spécialistes du sujet, on la pose au 06 44. Ouais. Le numéro est parti. 53, On vous le remettra. 63, il faudra le remettre parce que vraiment c'est super. Mais bon voilà, le canal n'était pas ouvert et donc j'ai posé la question, s'agissant de l'IA, à ChatGPT. Et donc j'ai tapé dans ChatGPT sur mon smartphone. Comment utiliser l'IA pour une entreprise de génie électrique et climatique. Du CERS, pour un adhérent du CERS. Non, alors j'ai pas rajouté l'adhérent du CERS. Vous auriez plus, je suis sûr qu'il aurait trouvé la réponse. Oui. Bon, en tout cas, j'ai eu une réponse. Et donc, effectivement, j'ai une réponse structurée. Bon, je l'ai lu, bon, c'est sympa, voilà, ça me permettrait éventuellement de tenir 1 minute de plus sur le sujet. Mais en fait, j'ai trouvé ça vraiment très superficiel, quoi. Et finalement, c'est assez rassurant. Ce que j'ai vu ce soir, c'est que même de l'IA, c'est encore les hommes qui en parlent le mieux. Donc voilà, un message rassurant. Et d'ailleurs, en écoutant Vincent Champin, j'ai compris qu'en fait, j'avais posé la question à un stagiaire finalement sur le sujet. Donc il vaut mieux interroger directement les experts. Alors moi, ce que j'ai appris ce soir, ou dans la leçon que j'ai envie de retirer de cette heure et demie ensemble, c'est que l'IA arrive dans nos métiers. L'IA arrive parce que nos clients ont des cas d'usage, que finalement c'est une nouvelle étape dans un mouvement qu'on connaît depuis des années vers l'usine 4.0, parce que nos clients, comme ça a été montré, ont de plus en plus de données et que pour les utiliser au mieux, on dépasse maintenant les capacités de l'homme et qu'on a des technologies qui arrivent en tout cas à assister l'homme pour les utiliser. Je pense que l'IA arrive dans nos métiers aussi parce qu'on est très bien armé pour répondre à cette demande de nos clients, et notamment parce qu'on est capable de mobiliser les compétences pour déployer les solutions en partenariat avec nos clients pour répondre à ces cas d'usage. On est capable de mobiliser, de mon point de vue, les trois grandes compétences qui sont nécessaires. Le technicien, le spécialiste du process, donc les mêmes qui finalement, depuis des années, chez nos clients, installent l'instrumentation qui va récupérer toutes les données, les systèmes de contrôle commande algorithmiques sophistiqués qui les utilisent. Et maintenant, le digital scientist, qui va donc ajouter cette couche d'IA pour exploiter au mieux toutes ces données. Data scientist, pardon. Donc ça c'est l'aspect client, mais je pense qu'aussi, et ça a été également discuté finalement, l'IA va également impacter notre manière de faire notre métier. Je pense qu'il y a plein d'exemples qui ont été donnés, qu'elle va booster notre productivité sur tout un tas de sujets. Enfin, c'est clair que par exemple dans le domaine de l'ingénierie, et il y a déjà des choses qui se font, ça va nous aider. Et en plus, ça va nous aider sur un autre sujet qui est un sujet dont on a parlé abondamment ce matin, qui est l'attractivité. Et c'est sûr que pour convaincre des jeunes de nous rejoindre, je pense que leur expliquer qu'ils vont faire qu'ils vont être aidés par l'IA dans du smart building et avec des jumeaux numériques, etc., c'est un discours qui est plus vendeur que leur dire qu'ils vont fonctionner comme il y a 30 ans. Donc l'IA arrive, je pense que ça a été montré, c'est quelque chose de très concret, ça va se faire par étapes. Je pense que ça ne fera pas la une de la presse, ça se fait à bas bruit, de manière très simple. Et je pense qu'on n'est pas menacé de tomber dans le peak of inflated expectation. C'est vraiment pas notre style, nous autres entreprises, aucun client n'attend ça de nous. Je pense qu'on va passer directement dans la slope of enlightenment, et je pense que nos experts ont montré qu'on y était déjà. Donc pour finir, il est clair que c'est un mouvement qui est lancé, sur lequel on est déjà. Donc en tant que CERS, on va évidemment continuer à se saisir du sujet. Donc on en a parlé ce matin, on va créer une commission digitale IA cyber, donc qui va travailler sur ces sujets. On va également
développer notre visibilité sur ces sujets. Et donc lundi, je crois, on aura un article dans les Échos où on porte le message de la profession, un peu celui que j'ai développé là, sur le CERS, sur l'IA. Voilà, j'en termine. Je voudrais avant tout remercier nos intervenants, remercier Vincent Champin pour sa passionnante intervention, remercier Christophe Palais pour son animation impeccable comme d'habitude, remercier les intervenants du CERS, donc François, Pierre, Emmanuel, l'équipe CERS qui a organisé cette soirée. Marielle, qui œuvre discrètement en régie. Oui, voilà, je la cherchais. Elle est là-haut. Et je vous propose de poursuivre nos échanges autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup. Et merci à tous pour vos questions, parce que ça a rendu la conférence vraiment interactive et c'était passionnant. Merci à tous. Et prolonger la discussion à la Grande Verrière. Voilà.